se retrouve de plus en plus tout seul. On commence à avoir peur un peu de l'avenir. On est devenu dépendant du climat, dépendant des personnes qui nous vendent les produits, les matières premières dont on a besoin pour l'exploitation, dépendant aussi des acheteurs. C'est pas nous autres qui font le prix et on doit nourrir les gens pour rien. Les difficultés rencontrées par les agriculteurs aujourd'hui, ce sont la mondialisation, les changements de réglementation extrêmement rapides, un monde qui est en évolution, alors que nous travaillons dans nos fermes sur des projets à 10, 20 ou 30 ans. C'est extrêmement difficile de pouvoir être réactif. La première que j'ai rencontrée, c'était au moment de la reprise, parce que les montants en agriculture sont assez importants, parce qu'il y a toute la problématique du bail à faire. L'agriculture, ce n'est pas que nous qui choisissons comment elle fonctionne. On s'inscrit dans un cadre global, législatif, un terroir, des consommateurs, du voisinage, et puis on fait la somme de tout, et puis on essaye de choisir le meilleur compromis. Mais au bout du compte, ce n'est pas nous qui avons décidé que telle maladie était dangereuse pour la population. Si on nous vend des terrains qu'on loue, on essaye de les acheter, mais évidemment au prix qu'on parle maintenant, c'est pas toujours facile. Quand moi j'ai commencé, les terrains étaient à 4 000 €, 4 000 à 5 000 € de l'hectare. Et maintenant, c'est à 0 de plus, au minimum. On n'a pas de mois, quoi. On ne sait jamais à l'avance ce qu'on va avoir, quoi. On gagne toujours à peu près la même chose qu'en 1980. C'est dommage qu'en produisant de la nourriture, en produisant quelque chose de bon, on ne sait pas gagner sa vie. On nous demande des informations que l'administration possède déjà. Il y a certaines déclarations qu'on fait 3 à 4 fois par an. Des contrôles tout le temps pour ceci, pour ça, tout le temps. On a l'impression qu'on est épié, on est suivi, pour tout. Et des contrôles qui se chevauchent. On vient contrôler ce qui a été contrôlé. C'est parfois lourd. Les règles changent tout le temps. C'est un peu honteux. On se sent toujours un peu surveillé, comme on part du postulat parfois qu'on fait un peu les choses mal. Et ça fait mal parce qu'on essaie justement de bien travailler. Donc c'est présenté comme quelque chose de négatif et c'est du coup perçu comme quelque chose de négatif. Vous avez un exemple ici d'un nouveau bâtiment. Si vous saviez administrativement ce qu'il en a coûté à mon fils, c'est inouï, c'est inimaginable. Ça va même jusqu'à lui faire dire « Papa, j'aurais jamais dû faire ça. Je pense que j'aurais dû prendre ma canne et mon chapeau et aller voir autre part ce qui se passe. » Moi qui suis d'une génération, j'ai pas trop peur de l'ordinateur, j'ai pas trop peur de l'administratif, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Il faut faire de l'administratif un petit peu tous les jours. L'un dans l'autre, quand je dis 1 jour par semaine, c'est encore faible. J'ai fait 5 ans d'études, mais il n'y a personne qui nous a dit exactement comment on faisait pour gérer administrativement une ferme. Là, on a un peu livré à soi-même et si on n'a pas le réflexe de prendre son téléphone pour appeler les gens, il y a moyen de se sentir noyé sous les papiers. Une difficulté aussi, c'est la rentabilité des exploitations agricoles, notamment avec les coûts de production qui sont vraiment importants à l'heure actuelle et le coût des ventes des matières premières. Le foncier qui est cher, le matériel qui est cher et nos prix qui sont bon marché. Voilà. Il y a le problème du prix du matériel. Enfin bon, je suis peut-être un peu un marginal pour ça, je n'achète que du vieux matériel. Mon plus vieux tracteur a 60 ans, il marche très bien. Celui que j'ai acheté au début de ma carrière, il en a 40 et il marche super bien. Et je viens de m'acheter un truc d'occasion pour une croûte de pain, mais sinon c'est inachetable. Quand on est parti dans une spéculation, le train est très difficile à arrêter. Parce qu'il y a les investissements, il faut quand même se nourrir, on ne sait pas vers où on va. Est-ce que ça marchera? Il y a beaucoup de points d'interrogation et il n'y a pas de solution miracle. Personne n'est là pour vous dire si, arrête ça, fais ça, ça va marcher du tonnerre. Non, il n'y a personne. Je pense qu'on n'est pas du tout maître de l'offre et de la demande de nos produits. Donc non seulement on ne maîtrise pas les prix,
mais en plus, on ne maîtrise pas les quantités. Ce n'est pas nous qui choisissons quels produits sont agréés par le ministère et lesquels ne le sont pas. Donc nous, on s'en tient au conseil d'instituts techniques. Au début de la PAC, on est allé à une réunion et je me souviens toujours, on avait dit vous aurez plus à gagner avec votre crayon dans votre bureau qu'avec votre fourche dans l'État. On reçoit de l'argent de l'Europe et de la Wallonie et donc suite à ça, on a un tas de contrôles en permanence qui nous prennent un temps fou. On a toujours peur de faire quelque chose de mal, même qu'on fait du mieux qu'on peut. Donc dans le cadre de la négociation sous le Mercosur, le peuple a élu ses représentants et les représentants ont décidé qu'on pouvait éventuellement sacrifier un certain type de boulot, donc en l'occurrence l'élevage et la production de sucre en Europe, en échange de la création d'emplois chez BMW ou chez Mercedes. Pour nous, c'est frustrant, donc on va nous mettre en concurrence avec des gens qui n'ont pas les mêmes contraintes que nous. Puis il y a la conjoncture qui fait que maintenant les gens sont un peu plus réticents à manger de la viande. Sont désignés du doigt comme pollueurs, ne devrait pas permettre aux médias d'aller dans le sens de mensonges. Quand je vois les aberrations qu'on peut écrire dans certains articles et des chiffres qui n'ont ni queue ni tête. Il ne faut pas toujours écouter ce que les médias racontent. Parce que voilà, on est en Belgique ici et les médias, bon, on parle de l'Amérique, on parle des pays étrangers qui ne sont pas aux normes. Donc on en arrive que la société en général jette un très mauvais regard sur tout ce qui est agricole. Difficulté en particulier, c'est la méconnaissance et un peu le mépris des citoyens vers les agriculteurs. On le voit notamment avec la multiplication des réseaux sociaux où les gens qui ne connaissent pas la réalité du monde agricole critiquent, insultent. On travaille le samedi, on travaille le dimanche, on fait des heures tard le soir. Tout le monde est à la campagne dans le temps. Les vaches passaient dans le chemin, on ne discutait pas. Mais maintenant, le coq qui chante, on discute. Tout gêne maintenant. Les gens ne savent plus pourquoi on fait les choses. On ne sait pas que le lait vient du pied de la vache. Il faut une vache pour faire du beurre, faire du pain, il faut du fromage, le sucre, il faut des betteraves. Le point de départ, c'est ça. Mais on va au magasin, mais on ne pense pas ce que ça est fait à la campagne, quoi. Et il faut dire que beaucoup de citoyens de nos communes sont là depuis peu de temps. Les anciens habitants du village savent ce que c'est de la ferme. Personnellement, j'ai encore jamais eu personne qui m'a agressé. Mais aussi des citoyens, on sait bien ce que c'est et on aimerait autant faire un barbecue le soir que d'aller pulvériser ses betteraves, mais bon, il faut que ça se fasse. Ils ne réalisent pas qu'aujourd'hui les tracteurs sont pilotés par GPS à 2 cm près, que les bineux sont dirigés par caméra, que chaque pulvérisateur est équipé d'un système GPS qui ne pulvérise pas 2 fois le même produit au même endroit, que l'agriculture est devenue une agriculture de pointe. Parce que si on ne fait pas ça, on va en faillite, quoi, hein, parce que chaque euro qu'on peut économiser quelque part nous permet au final de produire de la nourriture à 14 centimes le kilo. Hein. Enfin, il faut à un moment donné, quand on voit le prix de la matière agricole qui sort de la ferme, c'est gratuit. On produit de la nourriture quasi gratuite. Si le consommateur ne souhaite pas le changement, ça ne se fera pas comme ça. Chaque année au Brésil, je lisais qu'on défriche l'équivalent de la surface agricole de la Wallonie. En gros, on n'a plus besoin de nous. Hein, si les gens veulent manger de l'OGM et veulent participer à la déforestation pour manger moins cher, on ne peut pas lutter contre ça, on ne sera pas concurrentiel. Je ne voudrais plus être professionnel et devoir vivre uniquement de ça aujourd'hui. Historiquement, la moitié du village travaillait dans l'agriculture de près ou de loin. Alors on voit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux qui font qu'il y a une crainte permanente que l'autre fasse quelque chose qu'il ne peut pas faire. Et donc ça c'est assez désolant et on le voit bien à la limite quand
quand on circule avec un pulvérisateur sur la route, et personne ne sait ce que j'ai dans mon pulvérisateur, c'est peut-être purement de l'engrais, d'engrais bio peut-être même, hein, des acides aminés ou des produits comme ça, des huiles essentielles. Enfin, personne ne sait ce que j'ai dans mon pulvé, mais si je dis bonjour à quelqu'un alors que je suis dans mon tracteur avec mon pulvé attaché derrière, il n'y a personne qui me dit bonjour. Hein. Les gens, à la limite, ils baissent les yeux et voilà, ils ne veulent pas savoir, je ne vais pas dire bonjour au méchant fermier. Cela dérange que le citoyen lambda, comme on dit, mais c'est difficile de dire la proportion, c'est ça que c'est très difficile de dire, n'aime pas du tout qu'il y ait encore une activité quelconque dans leur petit coin. Leur petit coin, c'est pratiquement toute la commune qui est résidentielle majoritaire. Ce n'était pas comme ça avant les années 2000. Oui, nous souffrons tous du regard du citoyen parce qu'il y a une incompréhension pour le moment. On se sent incompris, nous travaillons avec des normes, avec une réglementation extrêmement sévère et le citoyen ne se rend pas compte de ça. Les néo-ruraux n'ont rien compris, rien du tout. Nous prend un petit peu pour des arriérés, je ne sais pas, pour des pollueurs, pourtant, on ne saurait pas faire sans nous, mais on gêne quoi dans le village. Le fameux Tricatel, il a gagné la bataille. Vous savez qui c'est, Tricatel, hein, dans le film L'aile ou la cuisse des Français là. Enfin, on est en bonne entente avec les voisins. Une fois par an, on fait un repas ici dans le gîte. Tout le monde vient à la ferme, on se dit bonjour. Tout ce qui est négatif, ça, ils savent le percevoir. Mais ce que vous faites, vous, ils sont incapables de le voir. De temps en temps, un voisin a besoin d'un coup de main, ben hop, je prends mon bulle, je vais lui lever une palette de briques ou quelque chose. Sinon, comme difficulté, il y a un peu l'envahissement des néo-ruraux, évidemment. Il y en a des sympas, il y en a qui sont plus difficiles. Savoir pourquoi elles arrivent à la campagne et ce qu'est la campagne. Étonnamment, personnellement, je ne le ressens pas. Mais souvent, en discutant avec des collègues, on a beaucoup de retours de gens qui ont eu des périodes très, très compliquées, très même douloureuses au niveau personnel, suite à des échanges houleux avec du voisinage. Il y a le côté paysage aussi. Enfin, moi, je suis un amoureux de la nature et je vous avoue que tous mes fonds de champs, il y a 40 ans, mes bords de champs, c'était des chemins creux, éventuellement une route. Mais maintenant, c'est des fonds de jardin où ils jettent leur crasse dans tous les déchets de gazon et tout ça, ça vole dans nos cultures. Hein. Le regard du citoyen, il est là et on fait avec. On essaye d'être le plus propre possible, de ne pas salir les routes, de ne pas partir tard le soir. Voilà, mais bon, il faut qu'on fasse notre travail aussi. Forcément, s'il a fermé dans le village, on passera avec le tracteur sur la route. Hein. Il faut savoir ce qu'on veut du côté du citoyen aussi. Hein. On ne peut pas nous en demander plus et en même temps nous demander d'avoir fini le vendredi à 4 heures. Le problème, c'est qu'il faut tomber avec des néo-ruraux qui veulent bien vous écouter. En fait, c'est vrai qu'un peu de dialogue suffirait parfois à comprendre et à évoluer vers une compréhension mutuelle et un respect mutuel. Nous ne sommes pas récompensés bien souvent de tous les efforts que nous faisons. On voit sur Facebook comme ça quand il y a des gens qui critiquent, ils justifient toujours ça. Ah ouais, mon grand-père était agriculteur, mais oui. Avant, 50% de la population était agriculteur. Mon grand-père est agriculteur, donc je sais, il se justifie comme ça. Mais l'agriculture de mon grand-père, moi je ne la connais pas. Je suis agriculteur et je n'ai pas la moindre idée. Les choses ont tellement changé. Les techniques, les façons de faire, c'est pas pour rien que moi je me réveille à 5 h du matin pour aller pulvériser. C'est parce que à 5 h du matin, l'hygrométrie est optimale, la plante est 100% réceptive du produit qu'on va lui mettre. Et donc ça nous permettra de mettre des doses qui sont moins fortes que ce que mon grand-père faisait. Et donc voilà, les techniques agricoles ont tellement changé. Il faut apprendre à communiquer. Maintenant, on n'est pas toujours formé non plus. Je pense que c'est important aussi d'être formé pour communiquer vers le citoyen. C'est pas forcément notre job, c'est pas forcément notre rôle et on n'y est peut-être pas préparé. Cette entente entre les néo-ruraux et l'agriculteur
est vraiment quelque chose sur lequel on doit piocher. Le contact doit être positif et constructif. C'est encore marrant quand on fait des sessions de glanage là, avec le parc de la Burdinale, on a un peu plus de contact du coup avec le grand public qui vient poser des questions qui parfois sont très basiques au final. Mais je suis très heureux de répondre à ce genre de questions-là et un peu casser les clichés qui peuvent rester chez monsieur et madame tout le monde. Sur Brève, je sens les agriculteurs de plus en plus unis. Ils sont unis face à leurs problèmes, face à leur détresse et ils sentent que si on veut retourner vers le citoyen, il faut être unis et solidaires. On est vraiment un métier où la faculté d'adaptation est primordiale. Sauf qu'on ne sait pas facilement s'adapter avec du vivant. On est toujours tenu avec la bête. Tu ne peux pas dire on les soignera demain ou on les soignera tantôt. Ou... Voilà. Quand il y a un village, c'est tout de suite. Quand il y a une bête malade, c'est tout de suite. On ne peut pas reporter. La bête, c'est comme ça. Il est temps de bien les aimer pour le faire, sinon on ne le fera pas. Puis arrivé dans les années 2000, là le lait a fortement chuté parce que c'était encore la mondialisation. Il y a sur le marché énormément de produits de substitution, comme des huiles végétales, comme l'huile de palme qui viennent de l'étranger, qui ont concurrencé fortement le lait. Donc on ne dit jamais pourquoi le marché du lait s'est effondré, mais c'est une des raisons. Et à un moment donné, il faut choisir, faire des choix. Et contraint, forcé, j'ai dû faire partir toutes mes bêtes. Ça, c'est pas facile. On a l'impression en plus dans le camion qu'elle vous regarde là, avec comme si je les abandonnais, enfin, donc c'est pas facile. Vous savez, un agriculteur, c'est un indépendant, c'est quelqu'un qui, en général, est un peu refermé sur lui-même. J'ai un petit garçon, j'aimerais bien qu'il continue, il aime bien ça, mais à voir l'avenir comme ça se dessine, on a peur de se dire peut-être qu'un jour il ne saura pas faire ce métier-là. La population extérieure sépare les fermiers. Il y a les bons fermiers, ceux qui sont dans le bio, et les mauvais fermiers qui sont dans l'industriel. Alors qu'en réalité, 9 fois sur 10, ce sont exactement les mêmes. Maintenant, quand on aime bien ce qu'on fait, ça ne nous pèse pas. À force de toujours recommencer des trucs qui ne vont pas, on se décourage un peu. On a abandonné la production de lait parce que c'était devenu trop contraignant et trop peu bien payé. On produisait à perte. Moi, je ne proviens pas du tout du milieu agricole et depuis que j'ai 2 ans, je suis dans les foins ou sous le pied d'une vache. Et pendant mes études et études universitaires, j'ai toujours été travailler un mois ou 2 en ferme. J'adorais ça. Et j'ai acheté la ferme ici, de Peigneur, ici à Falais, que j'avais 21 ans. Je venais ici travailler en étant gamin. Je prenais mon vélo chez mes parents. Je venais ici à vélo. Je venais lui donner un coup de main pour rentrer des bêtes. Je venais lui donner un coup de main pour bâcher les silos. J'avais 8-9 ans, 10 ans. Il y a énormément de structures qui sont là pour nous aider. C'est complexe et d'un autre côté c'est passionnant parce que des personnes essayent de nous initier sans nous contraindre et ça c'est aussi très important. Ils essayent de nous faire comprendre les choses, mais pas de nous dire « tu vas faire ceci, tu vas faire ça, regarde ça c'est pas mal, il faudrait peut-être aller voir ». Eh bien ça c'est mon dada. Les agriculteurs sont unis pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Vous avez besoin d'un coup de main, vous avez une machine en panne, vous vous demandez, il n'y a pas de problème. Tout le monde s'entend bien. Mais il ne faut pas aborder la question du foncier. Une fois qu'on parle de foncier, c'est terminé, c'est la guerre. Quand il faut de l'entraide, il y a moyen de trouver. Non, ils ne sont pas suffisamment unis. Non, non. Ils le sont parfois quand ils ne sont pas vraiment concurrents pour la même chose. Hein. Mais quand ils ne sont pas vraiment en concurrence pour la même chose, je crois qu'ils se rendent compte qu'ils doivent essayer de s'unir, mais point d'interrogation.
Moi j'ai vu 20 exploitations agricoles, de la plus petite à la plus grande dans la rue ici. Maintenant il y en a encore une importante près de chez moi. Maintenant, la suite, je ne sais pas trop. Mon fils n'est pas trop passionné, mais bon, est-ce qu'il faut vraiment que ça continue à tout prix? Je ne sais pas, au vu de l'avenir dans l'agriculture. De nos jours, je pense que pour qu'une ferme tourne bien et qu'elle soit rentable, il faut diversifier ses activités et donc ses sources de revenus. J'ai fait le changement au 1er janvier 2019. Je suis passé en agriculture 100% bio, en secteur laitier, ici sur toute l'exploitation. À ce niveau-là, nous on a lancé un projet qui est la production de champignons et qui est un produit qu'on valorise en circuit court. Il y a une partie de la ferme qui est en transition bio. On a implanté un vignoble en 2015-2016. C'est un projet passionnant parce qu'il va pouvoir enfin nous rapprocher du consommateur. On a choisi de se tourner vers les pensions pour chevaux, le poney club, l'accueil pédagogique à la ferme, les stages pour enfants, les journées pédagogiques scolaires. S'il faut se diversifier dans des métiers qui sont carrément des métiers à part, pour finir, on n'est plus agriculteur. C'est vrai que notre premier métier, c'est de produire de la nourriture, mais d'un autre côté, sensibiliser les enfants à cette production de base et au fait, donc à la vie à la ferme, etc. Ça a un rôle également, je pense, dans leur éducation. Donc finalement, la boucle est bouclée. Alors essayer de diversifier en faisant du beurre, du fromage, etc. C'est mieux que rien, mais ce n'est toujours qu'un complément dans la plupart des cas. Mais beaucoup voudraient acheter, ne sont pas capables de le faire ou ils sont mangés par un autre. Je ne suis pas dans la transition de l'agriculture en tant que telle parce que moi je dois faire une transition personnelle. C'est une transition qui a pris 2 ans. Nous avons des cultures pour alimenter rien que le bétail. Il n'y a que le lait qui sort de la ferme. C'est un choix à faire et on l'a fait et on ne regrette pas. La commune a fait le choix que ce sont les agriculteurs qui sont équipés au niveau matériel qui déneigent. L'ancien bâtiment dans lequel il y avait avant du bétail et des ballots de paille et de foin à l'étage, maintenant ça c'est un gîte depuis plus de 15 ans je pense maintenant. La ferme est devenue pérenne à mon avis grâce à ce type de diversification, même si elle est gourmande en temps et en énergie. Alors au niveau des porcs, parce que c'est mon activité principale, c'est pas du circuit court à proprement parler, on n'a pas de boucherie, on ne fait pas de la vente directe à la ferme. Mais en moins, c'est quand même une agriculture proche, liée aussi au territoire et au sol. On a les porcelets qui sont élevés à 10 minutes de la ferme, à 5 minutes de l'exploitation. Et j'insiste sur une agriculture du type familial. Et donc j'ai souvent des amis qui me disent « Ah tiens, pourquoi est-ce que tu ne fais pas du circuit court? Pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas un distributeur? Pourquoi est-ce que tu n'ouvrirais pas un petit magasin ?» J'avais fait un petit calcul pour essayer de leur expliquer. Alors si on regarde sur Internet, on peut retrouver des statistiques de la consommation annuelle par personne en carottes. Et donc là, on tourne dans les environs de 5 kilos. Parce que je n'ai pas 1 hectare de carottes, j'en ai 6-7 chaque année, hein, donc ça fait 80 000 personnes qui doivent passer chez moi chercher leur consommation annuelle, pas de la semaine, leur consommation annuelle de carottes à la ferme. Donc ça fait beaucoup de monde, même si on divise par 365 jours sur l'année. Et ça, c'est une culture. Hein. Moi, ma ferme produit 11 cultures. Donc si on multiplie ce même chiffre pour toutes les cultures que j'ai, mais c'est pas possible. L'intensif, en fait, on confond entre intensif, avoir le plus de kilos sur un hectare, et le nombre d'hectares qu'on possède. Ben, c'est vrai qu'il y a des grosses fermes aujourd'hui de plusieurs centaines d'hectares, voire des milliers d'hectares, et puis il y a des petites structures comme la nôtre maintenant, 60 hectares, nous en avons eu 160. Et moi, je dis toujours à mon fils, ben, c'est pas ça l'important. L'important n'est pas de savoir que tu as 160 hectares ou que tu en as 60, mais c'est que tu puisses en vivre et que tu puisses le faire vraiment convenablement. Ça, c'est ma vue de l'agriculture. Voilà, quand les parents ont décidé d'arrêter, j'ai regardé en un souper de famille, j'ai regardé les parents, j'ai dit je veux bien reprendre la ferme, mais je la reprends en bio.
Parce que j'ai envie de faire du bio, j'ai envie de changer, j'ai envie de voir un peu autre chose que l'agriculture conventionnelle. On évolue, on a déjà beaucoup évolué, on s'adapte. Notre premier client, en fait, ce sont les citadins qui consomment nos produits. Et donc, si demain, ils souhaitent plus d'agriculture biologique, notamment, on s'y adaptera, on s'est toujours adapté. On a déjà fait énormément d'efforts par rapport à une problématique qui préoccupe beaucoup de monde, ce sont les produits phyto. L'agriculteur est un des maillons de la chaîne qui fait le plus d'efforts pour l'environnement. On pense qu'on est le diable absolu et il faut vraiment qu'ils se rendent compte que c'est l'inverse. Le monde de la phytopharmacie dans les années 60 était le sauveur de l'agriculture, était le sauveur d'une alimentation pour tout le monde à un prix abordable. Et maintenant, on voit que cette phytopharmacie pose énormément de questions. Aussi bien les agriculteurs que les consommateurs sont un peu en lutte par rapport aux firmes de produits phytopharmacie qui veulent évidemment développer un maximum de leurs produits et en vendre le plus possible. Il ne faut pas oublier que dans d'autres régions du monde, notamment, il y a des gens qui ont encore faim tous les jours et qui ont besoin de phytotechnie. On a les grandes cultures qui sont en agriculture raisonnée. Les champignons, on va les faire certifier en bio cette année-ci. Les phytos, tout ça, mais on ne saurait pas faire sans phyto. Je suis du côté de la nature, j'ai toujours observé la nature, j'ai travaillé avec la nature. L'agriculture raisonnée, pour moi, me paraît être quelque chose d'essentiel. Quand elle se fait sur des petites unités, je n'ai aucun souci. Mais quand je vois l'agriculture biologique sur des grandes surfaces, sur des grandes superficies, je reste pas toi. Il faut retourner 75 ans ou 100 ans en arrière pour du bio, pour avoir du vrai bio. Parce que dans l'agriculture raisonnée, on a besoin de Roundup une fois par an. Une fois par an, pourquoi? Parce qu'on ne laboure plus et parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a des mauvaises herbes qui doivent être pulvérisées. Tout ce qui n'est pas annuel, tel que le chien Adam, il faut bien qu'il disparaisse, ou sinon, votre culture, je ne sais pas ce que vous en faites. Si on voit plus de pulvérisateurs dans les champs, ce n'est pas pour ça qu'on utilise plus de produits. On fractionne beaucoup plus, on diminue les doses. Le bio et le conventionnel peuvent tout à fait coexister sur une ferme. Laissons faire, je veux dire, la science, la phyto, les recherches pour s'améliorer et pour faire en sorte que les produits soient moins dangereux, soient peut-être plus efficaces, qu'on utilise des molécules à plus petite dose, plus d'agriculture raisonnée, etc. Mais je pense en tous les cas qu'on aura toujours besoin de la phytotechnie. Je ne suis pas tenté à faire du bio pour le moment. Je sais que les jeunes ont des formations qui sont beaucoup plus poussées que ce que moi je n'ai eu, puisque je n'ai eu que des études artistiques, donc c'est complètement différent. Mais tout compte fait, je me demande parfois si ce n'est pas aussi bien, voire mieux. Parce que voir les choses parfois scientifiquement peuvent parfois être trompeuses. Mais l'œil, vous ne le remplacerez jamais, avec naturellement un minimum de connaissances. Mais bon, il faut bien se dire une chose, c'est que nous, agriculteurs, on utilise ces produits phyto, on nous les vend, donc nous, on ne sait pas savoir ce qu'il y a dans le bidon. Ils sont mis en vente, nous, on les utilise aux doses qui sont prescrites, donc de notre côté, on fait le maximum. J'ai eu l'occasion de visiter les centres de recherche Bayer en Allemagne. En fait, c'est au même endroit qu'on développe tout ce qui est pharmacie et tout ce qui est phytopharmacie. Ce sont les mêmes procédés informatiques, les mêmes procédés de recherche, les mêmes laboratoires en fait. Donc on se rend compte qu'on cherche la même chose. D'un côté la santé humaine, de l'autre côté la santé animale et d'un troisième côté la santé des plantes. Ça a été une révolution terrible. Ça, c'est mon grand-père qui me racontait ça après la guerre 40-45. Le marchand de produits phyto a été pris pour entre guillemets un dieu. Et alors l'évolution jusque dans les années 80, ça a été comme ça. Donc on mettait un nouveau produit, on mettait un peu plus d'engrais et chaque fois, on avait des résultats toujours supérieurs. En occultant peut-être les problèmes qui étaient déjà là, je suppose, de pollution, de tout ça. Mais ça, c'était pas très à la mode à ce moment-là. Et en plus, ils nous ont pris sur le côté peur.
Faites attention, hein, si vous avez, il y a un peu de rouille, il y a un peu de certaines maladies, donc faites attention, vous allez avoir des rendements la moitié moins élevés, donc utilisez ça. Avec le temps, je pense que ça a commencé à devenir un peu tangent dans les années, après les années 80-90. On sentait que c'était plus pour pousser des produits que pour faire autre chose. Donc je suis a priori pas encore complètement convaincu par le non-phyto. Je pense que, surtout si on garde des grandes cultures pour nourrir la planète, ce serait indispensable. L'affaire Monsanto, moi, je n'y crois qu'à moitié. C'est une histoire politique. Je ne dis pas que le glyphosate n'est pas toxique ou n'est pas même cancérogène, mais probablement à des doses colossales, quoi. Et alors, par contre, technologiquement, c'est un produit extraordinaire qui résout des tas de problèmes. Je pense que les produits sont beaucoup moins toxiques qu'ils ne l'étaient à l'époque. Le seul problème, je pense que c'est l'addition et le stockage de ces produits dans les sols. Et c'est ça qui entraîne la pollution. L'environnement, on en a besoin pour produire et pour vivre, donc ce n'est pas notre intérêt de le détruire. Nous, on travaille avec la nature, donc chaque heure du jour a ses conditions météorologiques. Quand on se bat contre des insectes, donc en général, on va plutôt venir le soir, tard le soir, pour éviter que les abeilles se promènent par là, même si la majorité des traitements sont respectueux des abeilles, ça les gens ne savent pas, mais on va quand même venir tard le soir parce que les insectes ravageurs en général sont plus actifs le soir. Je le fais parce que je suis contraint, forcé de le faire. C'est vraiment pas par plaisir, parce que le premier intoxiqué, c'est moi. Donc quand il y a moyen de ne pas le faire, je ne le fais pas. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas les phytos qui sont les principaux responsables, je pense que c'est le remembrement. Les animaux s'y perdent, on cultive des parcelles de monoculture gigantesques. Ce sont des déserts écologiques, quoi. Si vous venez voir chez moi, je crois que je fais quelque chose pour l'environnement. Hein. Regardez autour de vous maintenant. L'ASB est la meilleure terre agricole, donc c'est normal qu'on l'utilise pour autre chose que de la forêt. Hein, on l'utilise pour la nourriture, c'est normal, bien d'accord. Mais qu'on garde quand même ce qui est décor avec tout ce qui est végétation et surtout pour les oiseaux aussi, par exemple. On est dans une prairie haute valeur biologique, donc j'ai 80 arbres sur 2,5 hectares. Arbres fruitiers. Et alors dans les terres de culture, là on a des bandes qui sont aménagées pour la microfaune. On laisse le couvert là toute l'année pour que la faune puisse s'y réfugier. On met aussi des plots à alouettes, donc c'est des endroits où on ne sème pas le froment pour permettre aux oiseaux de se poser en été pour se sécher en cas de pluie. Je suis très sensible à l'environnement et à la gestion du paysage, donc j'ai planté beaucoup de haies, des alignements d'arbres, des bandes enherbées. Je pense qu'ils structurent le paysage et je crois que le retour de la population est extrêmement positif à ce sujet-là. Donc le simple fait de garder une certaine forme de culture familiale avec des bêtes en élevage extensif qui vont en prairie, etc., en soi, ça modèle déjà le paysage. Après, je suis aussi personnellement impliquée dans la préservation des chemins, donc qui sont aussi un élément du paysage important. On essaye de faire attention à la biodiversité, on essaye de faire attention notamment de ne pas labourer trop près des chemins, de laisser, de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Du reste, quand on ne vit pas le paysage comme les agriculteurs le vivent au jour le jour, il est impossible pour moi de faire une charte paysagère qui va rencontrer quelque chose de positif pour l'ensemble des personnes. Vous n'avez qu'à regarder mes prairies. Hein. Il y a 20 ans, ici, c'était une seule parcelle avec des waterings. Et bon, j'ai laissé un peu pousser les haies. C'est un site magnifique, hein, ceci. En hiver, vous avez des canards, vous avez des sarcelles, vous avez plein d'oiseaux. Oui, le citoyen consommateur a un pouvoir extrêmement fort s'il a envie, s'il change ses modes d'achat, il va pouvoir soutenir une nouvelle agriculture. Cette mouvance est en train de se développer, bien heureusement. On voit des tas de maraîchers qui s'installent avec des produits locaux, mais le consommateur a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'informations à donner.
mais même aux agriculteurs aussi, pas simplement aux villageois. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Peut-être une agriculture à 2 vitesses, donc une petite partie qui sera plus écologique, c'est possible, mais je ne crois pas qu'elle pourrait devenir très importante ou majoritaire, je ne pense pas. Il faut espérer qu'on soit toujours là pour nourrir les gens. Je ne peux pas savoir ce qui se passera dans 50 ans, comment on va évoluer. En mieux, en pire. Comme tout le reste, ça évolue. Mais quel que soit le métier, il faut essayer de trouver le côté positif, le côté beau. Mais il faut essayer quelque chose. Essayer, c'est déjà mieux que rien. Pour y arriver, c'est pire. Tant qu'il y aura des agriculteurs dont on verra les champs ici, on saura à peu près ce qu'on mange. Quand ça viendra du Mercosur, on ne saura pas si ça a été produit dans de bonnes conditions comme chez nous. Et on regarde la nature, on voit un lapin qui traverse, un chevreuil, on voit une buse, le calme. C'est génial. Je dirais que le principal message à faire passer aux citoyens brévois, c'est d'oser le dialogue avec les agriculteurs et pas juste pester dans son coin ou sur les réseaux sociaux contre les agriculteurs sur des pratiques finalement qu'ils ne connaissent pas. La ferme est ouverte à celui qui a envie de discuter. Les gens qui sont bornés et qui ont leur principe arrêté, clair et défini, je ne les ferai pas changer d'avis, c'est pas mon rôle, c'est pas mon but. Si le citoyen pouvait arrêter de jeter ses ordures, ses canettes et tout ça dans mes champs, s'il pouvait arrêter de déposer leur crasse dans les tas de fumier et pouvait me faire un petit coucou quand je passe en tracteur, moi je suis déjà heureux. Ça voudrait dire que leur regard a déjà changé par rapport à l'agriculture. Et on a toujours peur des choses qu'on ne connaît pas, donc venir découvrir la ferme, c'est peut-être un peu en avoir moins peur et apprendre à la connaître. Ouais. Est-ce que l'agriculture c'est fini? Est-ce qu'il n'y a plus besoin de viande en Europe? On fera tout venir d'ailleurs et on dit à nos enfants faites autre chose, on arrête, on met la clé sous le paillasson et on fait 2 grosses fermes en Belgique, les points à la ligne, et on le fait à la Mercosur. S'il n'y a pas ce côté financier-là, je crois que c'est un des plus beaux métiers du monde. On veut encore développer la spécificité d'une agriculture traditionnelle, familiale, européenne. J'aurais tendance à dire, éventuellement même aux néo-ruraux ou aux gens qui n'y connaissent pas trop, et aux agriculteurs aussi, profiter de cette belle nature. Elle est là, ne la massacrons pas. Il faut positiver, quoi, hein. Positivons. Enfin, c'est joli, le bruit de l'avion. C'est fantasmagorique, hein. Moi, quand je vois passer un avion, j'essaie toujours d'imaginer la tête des gens qui sont dedans, qui va où, quoi. On fait pas ça pour te faire chier en plein barbecue d'été, non? Une ferme dont je ne citerai pas le nom. Il y a de l'argent qui vient quelque part, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est un body. Il est sans scrupule. Ouais. Une marque de magasin, donc je ne citerai pas un nom. Bof, non, je n'ai rien à dire là-dessus. Sans citer de nom? Non, je n'ai rien à dire là-dessus. Il y a des gens mieux placés. Mais je connais quand même un vieux client de 93 ans. Lui avant, plus maintenant parce qu'il a 93 ans, il est déjà vieux. Mais avant, il mangeait de la viande matin, midi et soir. Si ce n'était pas bon, je crois qu'il serait déjà mort depuis longtemps. Donc voilà. On vient chercher une machine, c'est ce qu'on m'a raconté. On vient chercher une machine ou une autre. Voilà, enfin, quoi dire d'autre C'est bien. C'est pas ce que les autres ont dit forcément, mais... Ouais. Voilà, moi je pense que... Du colorant. Vous couperez. Hein. Quand vous mettez ça, vous étiez tout jaune. Un tas de fumier, c'est un tas de caca. C'est beau, hein. C'est philosophique. Hein. Non, déjà, comment est-ce qu'il faut expliquer ça encore? On avait... Attends. Ah oui, c'était pas du hard de mon taux. Ouais.
Je me perds un peu, il y aurait moyen de dire ça en 2 phrases, je pense. 25 qui produisent pour 75 qui sucent. On doit débourrer à la main dans de la merde. Ouh là là. On va attendre, m'arrêter 2 secondes. Ah mais non, il est parti. Je peux l'arrêter. Hein. Ouais, mais ça fera partie du bêtisier. Ah voilà. Ni trop peu, vas-y. Tu ne manges pas de la viande, tu ne sais pas travailler. Hein. Ni Avskia et tout le tralala. Comme il y a de moins en moins d'agriculteurs, que les contrôleurs sont toujours là, mais au final, on est toujours un peu plus contrôlés, puisqu'ils ont moins de travail, et du coup, on repasse plus souvent. Il faut savoir ce qu'on veut, ou bien on reste comme on est. On dit, oh là, oh là, oh là, oh là. Attendez, ici, on est même mis pour ça. Hein. Ou bien on veut se développer, mais dans quoi se développer, puisque... C'est toujours pire.